Zelensky et 24 autres officiels ukrainiens de haut rang seraient traqués par des milices qui auraient pour unique but de les éliminer. À leur trousse aurait été lancé le fameux groupe Wagner, considéré comme l'armée secrète de Poutine. On parle aussi d'autres forces spéciales tchétchènes. On en parle notamment avec Xenia Bolshakova. Bonjour Xenia, journaliste, co-réalisatrice d'un dernier documentaire, Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine. Alors on va évidemment voir un extrait de ce document extrêmement fouillé et captivant. Évidemment, il y a très peu de documents comme le vôtre qui arrivent à avoir accès déjà à ces hommes de l'ombre, ces mercenaires. Une première question sur Wagner, c'est évidemment la plus connue des milices secrètes de Poutine. Elle est apparue pour la première fois dans le Donbass. C'était en 2014. À l'époque, c'est vrai que ça faisait pas forcément beaucoup parler. Effectivement. Alors, le groupe Wagner naît dans le Donbass. À l'époque, on est d'ailleurs en 2013-2014, un certain Dimitri Oudkine, qui est un ancien des renseignements militaires russes, du GRU, quitte l'armée et réunit autour de lui un certain nombre de vétérans des forces spéciales. Dimitri Oudkine a pour nom de guerre Wagner, et c'est pour ça que ce premier groupe, va s'appeler Wagner. Mais c'est comme ça qu'ils s'appellent entre eux. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout d'existence juridique, d'existence légale à ce moment-là. Au début, ils sont très peu. Ils sont très peu. Ils sont quelques centaines. Au début, ils sont 40. Après, ils vont grimper en nombre. Il y aura à peu près 300 hommes qui vont agir dans la République de Donetsk et dans la République de Lugansk. Et les premières missions de ces hommes, quelles sont-elles ? Eh bien, c'est d'éliminer des chefs séparatistes trop indépendants aux yeux du Kremlin. Ils sont envoyés pour exécuter des leaders séparatistes qui ne suivraient pas la ligne officielle russe. Et donc, c'est ça la première mission. Alors, envoyés par qui ? C'est un peu toute la question qui se pose, et c'est un peu la trame aussi de votre documentaire notamment. C'est un groupe privé, Wagner, oui. Et le Kremlin et Vladimir Poutine se défendent. Absolument aucun ordre n'est donné par le pouvoir russe. C'est pas vraiment ce que disent d'ex-Wagner que vous avez pu interroger. On va en écouter l'un d'entre eux. Et cette armée, aujourd'hui, elle peut agir sans l'accord du gouvernement ? Non, clairement, elle ne peut pas. Elle est totalement équipée par le gouvernement. Les hommes qui sont mobilisés sont souvent des réservistes de l'armée. Ils sont équipés de tout le nécessaire, nourris, habillés. Le transport et la logistique utilisés sont ceux du ministère de la Défense pour les envoyer sur les lieux où ils doivent mener des opérations de combat. C'est bel et bien une filiale gouvernementale, une structure de l'État russe. Voilà, une armée privée qui agirait à la solde du Kremlin. C'est évidemment tous les retours que vous avez pu avoir pendant cette longue année et demie de travail. C'est ce qu'on a essayé de démontrer en tout cas. Alors bien sûr, il n'y a pas de lien direct entre des mercenaires de Wagner et Vladimir Poutine en personne. Et c'est très difficile de remonter ce fil. En revanche, ce qu'on a pu démontrer, documents à l'appui, c'est qu'il y avait des liens plus ou moins directs, enfin même directs, avec le ministère de la Défense russe. Les hommes de Wagner s'entraînent sur une base qui s'appelle Molkino, qui jouxte une base du renseignement militaire. Dans certains pays où ils sont déployés comme la Libye, ils ont utilisé des avions de chasse. Quelle milice privée, quel groupe de mercenaires peut utiliser des avions de chasse qui appartiennent à un État, donc les fameux MiG-29. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a essayé, nous, de prouver à travers des documents, à travers ces témoignages aussi. Il y avait un autre élément important, c'est que les mercenaires ne sont jamais déployés dans des zones qui ne suivraient pas la carte des intérêts russes. C'est assez fascinant. Vous avez eu accès justement à ces documents qui indiquent pays par pays l'état des lieux des forces en présence. On parle évidemment du Mali. On a traité ici sur cette antenne le retrait de Barkhane du Mali. On dit que c'est Wagner qui va prendre la relève à Bamako, qui va en tout cas servir le gouvernement malien pour l'aider à faire régner l'ordre dans le pays, ce qui est contesté. Vous avez eu accès à ces documents qui indiquent notamment, le principal obstacle au Mali, c'est la présence des forces françaises. Ça, ce sont des documents qui datent de 2018, des documents internes aux structures de Prigojine, donc Evgeny Prigojine qui est l'oligarque qui financerait la force Wagner. Et dans ces documents sont établies déjà des stratégies d'implantation du groupe Wagner dans différents pays africains notamment. On parle évidemment dans ce document, il est mention de la force française qui pourrait être un obstacle, mais ce qui est intéressant, c'est surtout le détail de l'intérêt de la Russie à s'y implanter dans ces pays. En première ligne, ce qu'on voit d'abord, c'est les ressources. Ressources minières. Les ressources minières, les ressources naturelles. Pourquoi les Russes
Russes veulent s'implanter dans ces pays, c'est avant tout pour exploiter les mines d'or, les mines de diamants. Et c'est ce qu'on a vu, nous, en nous déplaçant notamment en Centrafrique. Oui, à Bangui, on le voit dans votre document, ce qui n'est pas sans risque, évidemment. On dit, la rumeur circule, et les autorités ukrainiennes me rappelle assez régulièrement que plusieurs centaines d'hommes de Wagner auraient été débarqués d'Afrique, seraient arrivés à Kiev et seraient en train de traquer et le président Zelensky et 24 hauts membres du gouvernement. The Times d'ailleurs en a un peu dit plus ce week-end. Il aurait déjà rééchappé à 3 tentatives d'assassinat. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Est-ce que ça vous paraît plausible aussi? Ça me paraît plausible, mais je ne suis pas du tout en mesure de l'affirmer. D'abord, on ne connaît jamais la nature exacte des missions des hommes de Wagner. On les connaît après, une fois qu'elles ont été accomplies. Ce qu'on sait, pour le coup, avec ma co-réalisatrice Alexandra Jousset, c'est que depuis plusieurs mois, effectivement, des mercenaires qui étaient déployés en Centrafrique et en Libye ont été envoyés en Ukraine. Il y a encore 3 semaines, plusieurs avions partaient chaque semaine de la base d'Al-Joufra, qui est dans le sud de la Libye, et qui ramenaient des mercenaires en Russie pour pouvoir rejoindre les soldats de l'armée régulière russe en Ukraine. Quelle est la nature de leur mission? De ce qu'on en sait, de ce que nous disent nos sources, c'est d'abord d'assister la police militaire dans les régions séparatistes. Et dans un deuxième temps, plusieurs hommes ont été envoyés dans l'Ukraine de l'Ouest pour mener des opérations de sabotage, c'est-à-dire faire en sorte que telle ou telle installation électrique arrête de marcher, que les centrales s'arrêtent. Est-ce qu'il y a une mission d'assassinat ciblé? À ce stade-là, je suis incapable de vous le dire. Je ne peux pas l'exclure, mais c'est très difficile à affirmer. Mais ça vous paraît plausible? C'est quand même ce qu'on va retenir. Ces hommes qui sont donc a priori probablement présents en Ukraine, sont pointés du doigt par l'ONU. C'est pas nouveau. Il y a un dernier rapport qui date de 2021 qui fait état d'exactions, notamment en Afrique. Certains de ceux que vous avez pu interroger en disent un peu plus sur les projets de Vladimir Poutine, les projets du régime russe face à l'Occident. On va écouter tout de suite ce nouvel extrait et puis on y revient juste après. On n'est pas des têtes brûlées qui sont prêtes, moyennant de l'argent, à exécuter de pauvres Africains. On n'en a rien à foutre d'eux. Ce que je veux dire par là, c'est que notre cible, c'est le monde occidental, avec son idéologie et ses valeurs. Nous sommes élevés différemment. Nous avons une autre vision du monde. Nous serons toujours en conflit avec l'Occident. Notre cible, et on comprend aussi celui du régime de Vladimir Poutine, c'est le monde occidental, son idéologie et ses valeurs. Ça fait évidemment écho à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Ukraine. Bien sûr. En fait, ce que nous dit Vassili à ce moment-là, c'est qu'il est prêt à se battre pour ce néo-impérialisme russe dont Vladimir Poutine s'est fait le porte-voix aujourd'hui. Quand on entend le président russe dire vouloir restaurer le fameux monde russe, en unissant les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses dans un seul et même pays. Alors, bien sûr, il n'a jamais été question de reconstruire l'Union soviétique, mais clairement, il est question de reconstruire un empire sous la forme sous laquelle on l'a connu avant la chute de l'Union soviétique. Et ces ambitions impériales, en tout cas, moi, ça m'avait vraiment marqué quand on parlait avec Vassili, donc ce mercenaire. Il disait, moi, aujourd'hui, je suis prêt à mourir et je suis prêt à me battre, notamment en Ukraine, pour récupérer les terres que mon pays a perdues. Donc c'est un discours qui est... on dit souvent que les Russes n'adhèrent pas forcément au discours de Vladimir Poutine. Eh bien, il y a une catégorie de Russes dont font partie les anciens militaires, dont font partie des hommes comme Vassili, les nostalgiques du régime soviétique. Les anciens aussi. Les anciens aussi, qui adhèrent beaucoup, en fait, à cette vision néo-impériale. Et ça, on l'entend beaucoup ces jours-ci, oui. Alors, c'est une vision, évidemment, qui est véhiculée à coup de propagande. Et ça, vous l'expliquez extrêmement bien dans votre document. Ça fait partie d'un des piliers, au point qu'il y a même un organe de presse quasiment qui a été constitué pour créer des documents vidéo de propagande qui sont actuellement diffusés aux Russes aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs types de propagande. Il y a d'abord celle de la télévision d'État russe, qui reprend mot pour mot les communiqués de presse du Kremlin ou du ministère des Affaires étrangères. La dernière à couvrir ce conflit aujourd'hui en Russie. Alors, elle ne couvre pas le conflit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couverture. Pas le couvrir, mais en tout cas, c'est l'une des seules qui en tout cas peut en parler et communiquer sur le conflit. Les médias d'opposition ont soit fermé, soit décidé d'éluder cette crise. Et puis la télévision d'État et les médias officiels en
en parle d'une certaine façon. Le mot guerre est interdit. On n'a pas le droit de critiquer les forces armées russes. On n'a pas le droit de parler des pertes de l'armée russe. Aujourd'hui, dans les médias officiels, la terminologie est la suivante. C'est une intervention, c'est une opération militaire pour dénazifier l'Ukraine et pour venir en aide aux populations du Donbass. C'est-à-dire que le mot guerre est interdit. Et après, il y a d'autres organes de presse, comme celui dont on parle dans le film, qui s'appelle RIAFAN, qui fait partie d'un groupe de 147 médias, qui s'appelle Média Patriote, qui est dirigé, financé, toujours par la même personne, Evgeny Prigojine, qui est le financier également du groupe Wagner. Donc, il a plusieurs cordes à son cou, plusieurs cordes à son arc, pardon, à son cou. Il y a plusieurs axes, en fait. Il y a bien sûr la dimension militaire, donc on se bat, on désinforme, et puis on s'enrichit. Parce que Evgeny Prigojine aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est ce qu'on appelle un entrepreneur d'influence. C'est quelqu'un qui gagne de l'argent aussi dans les terrains où la force Wagner est déployée. L'enjeu financier, évidemment, est énorme. Qui est en jeu, et avec l'Ukraine aussi. Cette question que je posais dans les titres, est-ce qu'on est en train de redessiner les rapports de l'Occident vis-à-vis de la Russie? On parle. Alors évidemment, les commentateurs examinent toutes les options possibles. On a beaucoup parlé de cette nouvelle ère qui s'ouvrait peut-être, de ces rapports, de ces échanges entre les Russes et l'Asie, qui pourraient plus se tourner vers l'Asie demain. Votre avis à vous, qui avez aussi été correspondante en Russie pendant de longues années? Moi, j'ai l'impression qu'on ne reviendra plus jamais en arrière, qu'il y a vraiment une page qui est en train de se tourner. Ça va être extrêmement difficile dans les semaines et dans les mois à venir de parler à Vladimir Poutine comme on lui a parlé précédemment. C'était déjà compliqué. On se souvient de la séquence avec Nicolas Sarkozy quand il vient d'être élu et qu'il se retrouve face à la presse. Oui. On avait cru qu'il avait bu un peu trop de vodka. C'était pas vraiment le cas. Il avait juste été terrorisé par le président russe. Donc bien sûr, ça va être de plus en plus compliqué et ça va être aussi très compliqué pour les Russes qui restent en Russie. C'est-à-dire que là aujourd'hui, c'est un pays qui va tomber dans un isolement total. Moi, j'ai l'impression de voir une sorte de nouveau rideau de fer qui tombe. Les gens ne peuvent plus sortir du pays parce que l'espace aérien est fermé. Économiquement, c'est un pays qui va être sous blocus. C'est aussi un blocus informationnel parce qu'il est impossible aujourd'hui de l'intérieur de savoir vraiment ce qui se passe à l'extérieur. Et on a cette élite dirigeante à la tête du pays, Vladimir Poutine et la cinquantaine de proches qui l'entourent, dans son cercle proche, qui prennent des décisions irréversible pour les rapports internationaux. Alors il y a toujours l'espoir de la négociation, la diplomatie continue de travailler, on voit qu'Emmanuel Macron continue de parler à Vladimir Poutine et moi je pense que c'est très important de ne pas couper justement ce canal-là, mais c'est très difficile de prévoir. Irréversible pour nombre d'Ukrainiens aussi.